Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas. Parce que je la respecte plus, elle morte, que vous tous vivants. Fleur de Cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. Comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, je m'appelle Eric. Plus souvent on m'appelle Zopa, car j'ai été moine bouddhiste pendant quelques années. Dans ce premier épisode hors série, je suis partie à la rencontre de Eric. Il a 51 ans. Pour le moment, je suis de retour en France, j'habite en Dordogne. Et je reviens, ça va faire une année que je suis revenu de Libye. Après un bref passage à l'armée, il voyage à travers le continent africain et dans les Antilles. Puis à l'âge de 25 ans, devient moine bouddhiste pendant presque 7 ans. Redevenu laïque, il devient masseur professionnel, puis décide de partir en Libye en vue de monter une affaire dans le pétrole avec son père. Après 7 années sur place, tout bascule. Un soir, des miliciens déboulent violemment dans la villa où son père et lui vivaient. Ils sont capturés sous prétexte que le père d'Eric serait un espion à la solde du gouvernement français. Et le mec dit « Oh, mais on est la police, on est la police ». Et moi, je commence à m'énerver aussi. Je dis « Non, moi je veux voir vos papiers parce que je vous considère comme des terroristes, je bouge pas ». Et là, il me regarde, il me dit « Ok, on est la milice et si ça continue comme ça, je te mets dans la cour, on te met une balle dans la tête ». Eric et son père sont restés en détention arbitraire, en prison, pendant 3 mois et demi dans des conditions extrêmes. La porte se rouvre, de nouveau, les gars regardent. Quand ils rentrent pas, ils regardent, ils rigolent entre eux, ils parlent en arabe entre eux, ils me regardent, ils rigolent, ils me pointent du doigt, ils referment la porte. Ça s'entrebâille, et puis là, il y a une espèce de colosse qui me regarde, mais il me regarde avec haine. Les autres m'ont insulté, mais ça allait, quoi. C'était... voilà. Et là, lui, il me regarde, mais vraiment avec de la haine. Et tu sais toujours pas, en fait, à ce moment-là, pourquoi t'es arrêté. Je sais que c'est pour on m'a dit que c'était pour mon père, mais moi, on m'a dit que j'étais pour rien. Donc, j'ai aucune idée pourquoi moi, je suis arrêté. Et là, le mec me regarde, très méchamment, et je le regarde avec la même intensité. Et là, dans la seconde où je fais ça, je me dis, putain, j'aurais jamais dû. Et là, il déboule dans la pièce, il me met les mains derrière le dos, il m'attache les menottes, il me met des menottes qui serrent au maximum. Il me met une cagoule. Et c'est des cagoules qui peuvent se fermer au niveau de la gorge. D'accord, donc c'était mis en tête. Il la ferme quasiment au maximum pour que je ne puisse pas respirer correctement. Et là, il me frappe. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'arrivais pas à faire le lien entre la personne que j'avais en face de moi et ton histoire. T'es quelqu'un de hyper blagueur, hyper réactif, une force vitale assez impressionnante. Et quand j'ai su ton âge, j'étais en plus étonnée. Et j'avais déjà entendu très brièvement ton histoire, ce qui s'était passé en Libye. Mais j'étais d'autant plus surprise, en fait. Parce que j'arrivais pas je pouvais pas imaginer, en fait, que tu avais traversé tout ça. Et en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous décrire les différentes phases par lesquelles tu es passé entre ta sortie de prison et aujourd'hui ? La première, c'était un sentiment de soulagement et de libération. Mais en réalité, il y avait énormément de colère. Énormément de colère et de frustration. Très peu de compassion, pas du tout d'amour. Et j'ai encore maintenant... il y a des gens qui parlent de trauma, mais je ne parle pas de traumatisme. Il y a parfois, surtout quand je suis sorti, j'avais beaucoup de mémoire directe qui revenaient. Le son de personnes qui se font torturer. En même temps, j'étais très malade. Donc, j'ai dû me faire opérer. Donc, j'ai aussi une phase de convalescence qui s'est fait par-dessus. La chance que j'ai, c'est d'avoir des personnes qui me sont proches et qui sont très protecteurs et protectrices. Elles m'ont offert cet espace de convalescence
et de en revenir à une sensibilité humaine. On perd notre humanité. Il y a en plus, il y a des conditions, suivant dans les conditions dans lesquelles on a été mis, il y a vraiment une dégradation. C'est-à-dire qu'on essaye de nous rabasser, de nous amener à un état avilissant. Et on perd notre humanité. Et justement, dans quelles conditions tu as été détenu ? Tout début, lorsque j'ai quitté ce poste, on m'a conduit dans un lieu secret, je pense. Parce que j'ai jamais su où c'était, ni le nom du lieu. Et c'était un cachot. Un cachot, de ce mur-là à ce mur-là, il y a quoi ? Il y a 5 mètres ? C'est à peu près. Simplement, c'était la même chose. Donc c'était à peu près un 5 sur 5. Il y avait une moquette dégradée, c'est-à-dire avec de la fiente humaine de partout. Les murs étaient badigeonnés aussi de fiente humaine. Il y a des endroits où il y avait de l'urine, donc ça sentait très bien. Il y avait sur le bord d'un des murs, j'avais une espèce de matrice qui a dû être utilisée par nombre de personnes. Les fenêtres qui auraient dû être là étaient bétonnées. Au début, on n'avait pas de contrôle de lumière, donc je suis arrivé, j'étais dans le noir. Pas de toilette, L'eau, j'avais le droit, on va dire, à 1 demi-litre d'eau par jour pour faire ma toilette. Et donc, il faut savoir aussi que j'étais gravement malade. J'avais des hémorroïdes très profondes. Et donc, je perdais énormément de sang. Même quand je suis rentré en France et que j'étais à l'hôpital et qu'ils m'ont fait le test et qu'ils ont vu le taux, j'étais à 3,8, 4,2. En fait, comme je discutais normalement avec eux, ça allait. Et quand ils sont venus avec les tests, ils sont venus en urgence me voir. En urgence. Et tout de suite, j'ai eu le droit à 3 poches de sang. Ouais. Les mecs, ils comprenaient pas. Et bon, quand j'étais donc dans ce cachot, je perdais du sang abondamment. Donc, pour me vider, j'utilisais un sac plastique dans lequel qui m'avait donné au tout début, où j'avais 3 madeleines et ce 2000 litres d'eau. Et cette période de 15 jours, ça durait le cachot. C'est pas énorme, c'est 15 jours. Mais c'était 15 jours, je crois, les pires de ma vie. Au bout de 3 jours, mon père m'a rejoint. Ils nous ont mis à 2 dedans, mais on avait que juste ce même matrice. Donc on devait dormir à 2 au sol. Il y avait des insectes, il y avait des cafards, mais plein de petites bêtes, tu sais, qui bougent de partout. Dedans, j'ai rencontré la mort dans le cachot. C'est donc les 15 premiers jours où tu étais enfermé. Alors, qu'est-ce que j'appelle j'ai rencontré la mort ? La première expérience, c'était lorsque mon père, un soir, il se lève vers la porte pour respirer, parce que comme on n'avait pas d'air, le seul moyen qu'on avait pour reprendre un petit peu plus d'air, c'était d'aller à la porte, et se mettre quasiment à 4 pattes. Les fenêtres sont fermées, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de ventilation. Il fait super chaud, et donc c'est d'aller en dessous à la lisière. À la lisière de la porte, en dessous, se baisser en 4 pattes, respirer. Et respirer pour prendre un peu plus d'air. Et puis, à un moment donné, il se relève et il me dit « Eric, c'est bizarre, j'ai la tête qui tourne. » Et je dis « Ça va ?» Il me dit « Ouais, ça va. » Et là, je me dis « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai juste le temps de me lever pour aller vers lui, que là, il s'écroule. Il respirait, d'accord ? Mais c'était super faible. Et à un moment donné, il part. Et j'ai dû faire un massage cardiaque. J'avais appris ça à l'armée. Quelque part, il y a des réflexes qui viennent à ces moments-là. Et donc, je lui fais un massage cardiaque. Je fais la respiration. Et il repart. Et il rouvre les yeux, mais quasiment instantanément. C'est assez étrange, la sensation. Et il regarde. Et en même temps, il me dit, mais tu sais, tout va bien. Et il est un peu à côté de la plaque. Et donc, je suis là et je reste avec lui. Moi, pendant ce temps, je récite des mantras. Après, j'ai été face à ma propre mortalité. Mais en même temps, en tant que pratiquant bouddhiste, la mort, ça fait partie de l'essence même de la voie. Donc, il n'y a pas d'anticipation ou de peur de la mort. Vivre une telle histoire avec son père, est-ce que c'est finalement pas plus difficile ? Enfin, on devient plus vulnérable, en fait. On a peur non seulement pour soi, mais aussi pour l'autre. Et là,
ton père avait failli mourir, en fait, sous tes yeux, sans aide de qui que ce soit. En même temps, c'est là où tu te rends compte que c'est aussi une chance. On aurait été... j'aurais pas été là, il serait mort. Moi, quelques temps après, ça aurait été mon tour. Quelques temps après, j'étais tellement affaibli parce que je saignais. Peut-être après 10 jours de saignement intense, dans ce cachot. Je regarde mon père à un moment donné et je lui dis laisse-moi partir. Là, il me regarde, il dit quoi et j'en avais marre. Parce qu'à un moment donné, donc, t'as jeûné pendant quelques jours parce que tout ce que tu mangeais... J'ai jeûné quasiment pendant 7 jours. Ce que je mangeais, ça me faisait saigner. Et après, j'avais des problèmes et j'anticipe d'aller me vider parce que je savais que ça allait être horrible. On n'avait pas d'eau. Pas d'eau, vous pouvez pas vous laver. On ne pouvait pas se laver. On se lavait, c'était simple. On mettait un petit peu sur les mains et puis on faisait des ablutions rapides. Moi, quand je perdais du sang, je devais prendre un petit peu plus pour l'hygiène à cause du sang et tout. C'est horrible. Et c'est vraiment de la torture. Les conditions de vie, comme elles sont mises, c'est là où je parle de conditions animales. On nous a amenés vraiment au plus bas. Tu vois ? Et donc, je suis arrivé à un point où j'étais super fatigué. Il y avait une lassitude de vivre. Il y avait une lassitude de vivre. Et je sentais que au niveau de la force vitale, j'étais à un point, comme quand tu tires un élastique. Il est presque au point de rupture. Tu sais que tu fais juste à faire tac, et ça rompt. Et ça tient qu'à un fil. Ouais. Et en même temps, tu te dis, j'étais là, je dis, de toute façon, si je m'en remets maintenant, c'est pas si grave que ça, en fait. J'étais presque volontairement, je l'accueillais avec plaisir. Je n'en pouvais plus. Et là, il éclate en sanglots. Il éclate en sanglots. Tu peux pas faire ça. Il faut que tu tiennes bon. Et là, moi, ce qui s'élève, c'est merde. Je peux pas l'abandonner. Tant qu'il n'est pas sorti, en fait, je me suis aperçu qu'il avait besoin de moi pour passer l'épreuve. On n'a pas les mêmes forces, pas aux mêmes endroits. Et là, si je pars, lui, c'est fini. Et il n'a pas on n'a pas les mêmes pratiques, on n'a pas les mêmes visions. Et c'est pas le moment pour lui. Je prie mon maître. Et là, j'ai une vision de mon maître. Shamar Rinpoche, j'ai une vision. Et il me sourit. Et je sens que je suis investi d'une nouvelle force, quelque part. Et ça me restimule. Et toute cette lassitude, sur l'instant, disparue. Mais justement, est-ce que tu peux un peu nous parler de ta pratique bouddhiste ? Parce que tout le monde ne connaît pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire avoir une pratique. Tu parles beaucoup de la voie du dharma. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi cette pratique-là t'a permis de tenir en prison ? Enfin, je dis prison, t'étais là, t'étais détenu arbitrairement, contre ton gré, sans aucune instance judiciaire qui était là pour vérifier où est-ce que vous étiez et dans quelles conditions vous étiez détenu. Quand je parle de pratique, c'est de regarder les conditions dans lesquelles on vit et de les accepter. De ne pas chercher à autre chose, espérer autre chose, avoir peur d'autre chose. C'est-à-dire l'espoir, on espère quelque chose et on a peur de ne pas l'obtenir. Donc quand j'étais en prison, détenu, c'était exactement ce que j'ai pratiqué. D'accepter la situation telle qu'elle était, sans la repousser. Et c'est super difficile. C'est très simple, mais c'est difficile. Parce que à chaque instant, ça change. C'est-à-dire qu'en un instant, quand je dis prendre refuge, ça veut simplement dire que tu acceptes la situation telle qu'elle est. Tu reconnais sa nature qui est transitoire,
tu reconnais qu'elle est interdépendante. Si tu es là, c'est qu'il y a eu des causes et des conditions. Tu n'as pas besoin d'accuser quelque chose ou d'avoir le rejet d'autre chose, tu l'acceptes. Tu as créé les causes, tu en es là. Même si elles sont injustes, ou dans la situation, elles peuvent être très injustes, mais il y a des causes et des conditions. Et je suis dedans. Donc, le fait d'accepter ça, c'est ce qui m'a permis d'avoir cette force d'avancer. Parce que donc, tu dis que tout était transitoire, changeant à un moment donné. Donc, vous étiez dans un lieu de détention qui a ensuite changé. On vous a amené ailleurs. Oui, mais transitoire dans le sens que cette situation, elle n'existe pas. Elle n'existe que parce qu'il y a des conditions. C'est-à-dire que c'est pas figé. Et donc, quand tu as cette perception que c'est pas figé, tu peux accepter les émotions. C'est-à-dire la difficulté, c'est pas le lieu, c'est comment tu perçois ton lieu. La difficulté, c'est pas la maladie, c'est comment tu perçois cette maladie. Donc, si tu regardes bien, la difficulté traversée, ça a été à un niveau de la pratique, là je parle à un niveau de la pratique, c'était d'accepter que je la voulais pas. Et donc de me détendre avec cette tension. Donc c'est la base de la méditation, c'est d'apaiser le mental, d'apaiser cette confusion permanente qui vient, qui essaye de créer quelque chose dans ce bourbier. Et c'est aussi accepter quelque chose qui ne dépend plus de toi, en Totalement. fait. Tu n'as aucun contrôle. Et c'est la deuxième difficulté, c'est d'accepter que tu es dans une situation où tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive. Donc autant accepter la situation telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Mais elle n'est pas simple non plus. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de... Et je vois avec mon père, parce qu'on a eu des conflits pendant ces 15 jours quand même. Ça n'a pas été 15 jours de beau. Il y a eu 15 jours, mais après, il y a eu 2 mois et demi qui ont suivi. Mais déjà, pendant ces 15 jours-là, il y a eu des moments d'intensité, de tension, parce qu'à un moment donné, il est dans cet optimisme fringant qui tout va bien. Donc, c'est demain, on va être libéré. Et au bout d'un moment, ça devient fatigant. Je lui dis, mais tu vas crever dans cette prison. On va nous laisser. Il n'y a personne qui va nous faire sortir, tu n'as aucun contrôle. Et tous les petits plans que tu te fais sur la comète en disant ce que tu vas faire, il ne pouvait pas rester dans la situation. Et c'est là où tous les deux, on a vécu l'isolement, on a vécu la maltraitance, mais il l'a vécu, il ne l'a pas vécu de la même façon que j'ai pu la vivre. Mais après, tu as été amené dans d'autres prisons où tu étais avec d'autres détenus qui étaient en l'occurrence des migrants clandestins, en fait. Il y a eu des migrants clandestins dans le 3e camp, mais la particularité des 2 prisons dans lesquelles j'étais, ce sont des prisons pour les dissidents. C'était les anciens militaires ou les anciens dignitaires du régime de Kadhafi qui étaient emprisonnés. Donc la 2e prison, c'est Anzara. C'est une prison militaire qui est le centre de torture de Tripoli. Dans cette prison, j'ai entendu des sons que je ne pensais pas qu'un être humain pouvait sortir. Par contre, c'était très propre. On était nourris. On avait un repas chaud tous les jours. On avait un sandwich le matin, un repas chaud le midi et même un repas chaud le soir. On avait 2 repas en fait. Et j'avais de l'eau, j'avais des toilettes. Et tu pouvais te laver. Je pouvais me laver. Le sol était propre, nettoyé à la javel. On y est resté 7 jours. Et donc ça, c'est la 2e prison, le 2e centre de détention où tu as atterri après le premier où là c'était horrible et vraiment sale. Disons que c'était un cachot. C'était un cachot, d'accord. C'est pour ça que je parle de cachot. C'est c'est une oubliette, on te met là et on te laisse là pour mourir, quoi. Et on s'occupe pas de toi, les gardes là-dedans, ils venaient tous les 2 ou 3 jours nous amener de l'eau pour moi et mon père, avec toujours ces madeleines sous plastique qu'ils devaient acheter à l'épicerie du coin. À Anzara, j'ai été éprouvé mentalement. J'ai commencé à être éprouvé mentalement. Le soir, il y avait les gardes qui étaient habillés en treillis militaires qui marchaient au-dessus de nous. On était dans des espèces de blocs.
Et au-dessus, c'était des cages, c'est-à-dire qu'il y avait des grilles. Et les mecs, ils pouvaient marcher le soir par-dessus. Et le soir, leur jeu, c'était d'allumer à coups de grosses lampes torches dans la figure, nous cracher dessus. Sur certains, ils pissaient dessus. Et ils amenaient des gens comme ça, qui étaient, on entendait les gens qui se torturaient. Et il y avait le silence obligatoire. C'est-à-dire que personne ne parlait. T'avais même les gardes chuchotaient. Et le 3e centre de détention où nous y étions, c'était au bord de la mer, à Tripoli. C'était les anciennes écuries de Kadhafi. Un centre de détention de migrants, en fait. Non, il y avait des migrants. En fait, c'est un centre encore. C'est pour les dissidents. Simplement, en Libye, il y a l'esclavage. Vous avez des personnes, des migrants qui essaient de passer les frontières pour aller en Europe. Et ils passent par la Libye. Ils se font racketter par les milices qui les arrêtent et qui les mettent dans une espèce de prison. Donc nous, on était dans une de ces prisons-là. Ils les parquent et ils les font sortir tous les 3, 4, 5 jours. Donc les mecs, ils doivent payer, ils sont vendus, ou alors on leur dit tu repars dans ton pays, mais comme ils n'ont pas de papier, ils sont renouveau arrêtés, ils sont remis en prison. Et donc voilà, et donc il y a des mecs, ils font des allers-retours. Ça participe aux finances du pays, quoi. Oui, parce qu'il y a une économie qui est basée sur l'esclavage là-bas. Vous allez nettoyer votre voiture, les gens qui nettoient la voiture, vous voyez, c'est que des migrants, et ce sont des esclaves. Et donc quand on était dans cette prison-là, j'ai lié d'amitié avec une personne qui s'appelait Ahmed. Lui, c'était un ancien militaire, sous-officier pendant Kadhafi. Et il était jeune. Il a commencé en Libye à l'époque sous Kadhafi. Les Libyens n'avaient pas forcément énormément d'argent, mais ils pouvaient vivre. Et pour avoir un peu plus d'argent, généralement, on va dans l'armée. Et lui, il était dans l'armée. Et quand il y a eu l'espèce de révolution soutenue par les Français, lui, il était dans les troupes qui ont agi sur Misrata, sur d'autres lieux, de façon très violente. Et il a été mis donc en prison à Misrata au tout début. Et là-bas, il a été torturé, mais violemment. Et donc, il m'a montré son corps. Je faisais des massages aussi. Je lui ai fait quelques massages pour le remettre en place. Et le pauvre, il l'attachait aux chevilles, au niveau des aines, au cou, aux testicules, et il faisait circuler l'électricité dans son corps. Ils l'ont battu avec des bâtons, donc il a eu plusieurs fractures qui ne sont jamais bien remises. Ils l'ont fouetté avec des billes de plomb, donc sur son dos, vous voyez les impacts des billes de plomb dans le dos. C'est assez bizarre, ça fait des lignes. Et lui, ça faisait 5 ans qu'il était en prison. Il y avait un mec dans la 3e centre de détention, le commandant de ce centre. Et lui, c'était un tortionnaire. Mais un vrai tortionnaire. Il se nourrissait de la peur des gens. Il se nourrissait pas forcément, je crois, des sévices, mais de cette sensation de pouvoir qu'il exerçait. Il avait une façon d'ouvrir le portail, parce qu'il y avait un portail pour entrer dans notre cour de prison. Et son coup de clé, on savait que c'était lui. La première fois que c'est arrivé, j'ai vu la tête des gens, des détenus, qui changeait. Et j'ai vu que certains essayaient de se cacher derrière une autre personne, quoi. Et je ne comprenais pas, c'est le premier après-midi. Donc tu ne connais pas un peu ce qui est... Et donc il arrive, il met en marche son téléphone il a une sonnerie particulière, qui est toujours la même, donc tu sais que c'est lui. Et il arrive et il choisit au hasard des prisonniers, et ils se font battre. Et il les bat, ou il les fait battre par des prisonniers, ou par les gardes, ou d'abord c'est un prisonnier qui va taper un autre prisonnier, après il fait taper ce prisonnier qui a tapé sur l'autre prisonnier, et après les deux sont tapés par les gardes. C'est très pervers. Et ce gars-là, à lui, si on peut dire qu'il y a un démon, il l'incarnait. Il se nourrissait de la peur. Et j'ai vu, même Ahmed, quand il arrivait, il se recroquevillait sur lui-même. J'avais des mecs dans ma cellule, ils allaient derrière moi, ils se cachaient dans mon ombre. C'est étrange, voir un être humain qui essaie de rechercher une ombre pour fondre dedans.
Et donc, j'étais toujours malade. Parfois, une fois, je lui ai demandé si je pouvais voir un docteur. Tu vois. Il m'a regardé, il m'a dit, je dis pas les gros mots, t'as qu'à crever. C'est ça le français, t'as qu'à crever. Et il me l'a dit plusieurs fois. Et ce qui est étrange, c'est au bout de 2 mois et quelques, là-dedans, 3 mois, un jour il passe, et d'habitude, voilà, c'est violent, hein. Un jour il passe, et il me regarde et me dit, est-ce que ça va? Tiens, je t'ai amené un sandwich et une bouteille d'eau. Et tiens, et ce jour-là, il m'a refilé un comprimé de cachet. Il y a eu un éclair d'empathie. Ouais. Et là, tu dis, merde, il est humain. Et c'est étrange, hein, parce que c'est un objet où il focalise la haine. Et d'un seul coup, cet objet de focaliser la haine, tu vois, en fin de compte, c'est aussi que ta projection. Parce que c'est pas lui. Et ça, moi, au niveau de la pratique personnelle, hein, ça c'est la vision que j'ai eue sur ce retour-là, ça a été comme un coup de massue de nouveau. Toutes les convictions, elles se souffrent de nouveau. Et tu t'aperçois que ce que tu perçois, c'est que toi. La haine que tu vois dans l'autre, c'est la tienne. Et l'écho de cette haine, c'est qu'elle est aussi en moi. Parce que là, à ce moment-là, j'ai vu un être humain totalement différent de ce que j'avais vu. Et c'est ça qui est aberrant dans la psyché humaine ou dans notre capacité de se morceler. Je le rencontre autrement et il est comme ça. Je dis, il est sympa ce mec. Je voudrais parler de la prison. Oui. Donc la prison est un lieu où on détient une personne qui a été normalement jugée par des instances judiciaires d'un pays à qui on impose la prison comme une punition, une sanction. Quand on est dans la situation où tu étais, où tu ne savais pas pourquoi tu étais enfermé dans des conditions inhumaines, battu, torturé psychologiquement, est-ce qu'à un moment donné, on se sent coupable d'avoir fait quelque chose, d'avoir pris une mauvaise décision à un moment donné? Ah oui, la mauvaise décision, bien sûr. Personnellement, je me suis dit, mais pourquoi je suis venu en Libye? Là, je voulais en venir aussi. Mais oui, tu dis, mais putain, j'ai fait que les mauvais choix. À partir du moment donné où je suis sorti de retraite, de pratique intensive, de Drukang, j'étais en moine, après j'ai décidé, non, je vais aller dans le monde. J'ai travaillé j'ai travaillé au Bouddha-Bar, j'ai travaillé dans d'autres endroits où je faisais des formations pour eux. J'avais une vie qui était correcte. Et puis à un moment donné, j'ai fait un autre choix. J'ai dit, tiens, je rejoins mon père en Libye. J'ai pris un toboggan qui m'a amené dans la prison. Le cachot. Eh oui. Donc oui, en fait, c'est pas que tu te sens coupable. Je me suis jamais à un moment donné senti coupable. Par contre, j'ai maudit les décisions qui ont amené cette situation. Tu t'aperçois que chaque décision que tu as prise, qui t'a amené dans ce bourbier, elles ont été prises parce qu'à un moment donné, tu as eu un choix. Et tu as choisi un choix de facilité. C'est le choix personnel. Hein. Je parle pour moi, pour d'autres personnes, ça peut être différent. Mais j'ai fait un choix de facilité en train de dire, tiens, si je décharge les responsabilités sur ça, je peux avoir un profit rapide, à court terme, au lieu de choisir une voie d'un peu plus de longueur, de longue haleine, avec un peu plus de difficulté. En fait, ça ne paye pas. Le court chemin n'a pas payé. J'ai beaucoup contemplé la prison comme sentence de punition. Alors peut-être pour certaines personnes, il n'y a pas le choix. L'incarcération est peut-être la seule chose qui est logique, d'accord, par rapport à certains crimes. Mais c'est pas la prison n'est pas faite pour la rééducation ni pour la réhabilitation de l'individu. On perd l'humanité. On a juste un espèce d'instinct de survie qui essaye de prendre place. Je suis pas certain que la prison en tant que punition d'un crime soit une voie juste. C'est juste l'expression de la vengeance de l'individu qui passe par le collectif. C'est-à-dire qu'une personne elle a commis un crime, comme il y a des lois, et pour éviter que ça soit au choral, que chacun aille se faire justice soi-même,
face à un dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, eh ben, on a plutôt mis en place un système judiciaire qui va punir, c'est pas de la justice, c'est de la punition pour maintenir l'ordre. Là, tu parles de l'enfermement indépendamment des Oui. conditions politico-sociales d'un pays, en fait. Totalement. Parce que quand tu es enfermé, à un moment donné, tu t'aperçois de ce que c'est. Même si c'est peu long hein, pour des personnes qui ont des longues peines. Moi, j'ai même pensé à un moment donné aux otages qui sont restés des mois, des années. L'état et la force que tu dois puiser pour rester sain. C'est peut-être la différence avec quand on te met en prison pour un crime que tu as commis. Tu pars pour 5 ans, tu pars pour 3 mois, tu pars pour 1 an, tu pars pour 2 ans, tu sais que tu as une parole, tu vas sortir un peu avant. Quand tu es pris comme ça, quand nous on était pris, alors quand j'ai été pris, il n'y a pas de date. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'accepter la situation. Je voudrais revenir au moment de ta sortie et je me demandais comment tu avais vécu ce moment. Est-ce que c'est une remise à zéro qui a lieu ou comment on poursuit sa vie en fait dans ces cas-là quand on a vécu quelque chose de aussi traumatisant et aussi une expérience qui touche autant en fait à notre mortalité? Disons qu'il y a des nouveaux choix qui arrivent et donc tu avances. Mais c'est pas où tu reprends ta vie, c'est pas ce qui est arrivé. Et je crois que la difficulté de chaque humain, c'est justement de comprendre et d'intégrer l'expérience qui lui est arrivée, quelle qu'elle soit. Et donc là, tu vois, j'écris un petit peu, je suis en train de décrire ce qui est arrivé. Là, on en discute. Ça fait partie aussi de cette convalescence de l'expérience, aussi de comment l'intégrer. Ça m'a façonné. Chaque instant de ta vie, chaque expérience, elle te façonne. Elle te donne une colorie, elle te donne une inclinaison, c'est un peu... tu travailles de l'argile et ça fait une forme. Alors, est-ce que tu dois la gommer? Pas forcément. Ça apporte une richesse. Même la pire des souffrances. Si tu peux en tirer de l'expérience, si tu peux l'amener dans ton chemin, dans ta vie, c'est une richesse. Si tu la bloques, si tu la rejettes, tu es de nouveau en conflit. Et là, c'est des conflits qui peuvent être très difficiles, je pense. Donc, c'est là où tu me disais tout à l'heure, au niveau de la pratique, c'est quoi la pratique? C'est cette capacité d'intégrer. Un nouvel élément à une grande toile qu'est la vie, quoi. Ouais. Et à chaque fois, c'est de l'intégrer, de ne pas la rejeter, d'en faire une étape nécessaire à ton développement. Il n'y a pas un deuil quelque part à faire? Tu fais un deuil à chaque instant. Moi, j'ai fait le deuil quand tu as arrêté, tu fais le deuil de ta liberté. Ta notion de qui tu es, elle est morte. Si je regarde à un niveau intime, je suis mort plusieurs fois. Ok, tu renais comme un phénix, mais tu meurs à chaque fois. Quand tu te fais arrêter, tu meurs. Tu perds ton innocence de la liberté. Tu la perds à ce moment-là. Tu meurs, t'es plus le même. Il y avait un Eric avant, il y a un Eric quand il se fait arrêter, il y a un Eric quand il se fait tabasser, t'as un autre Eric qui fait quand il est dans le cachot et qu'il est en train de crever sa race, t'as un autre Eric quand il entend les gens qui se font qui hurlent tellement qu'ils sont torturés, battus, qui supplient les gens, ils t'entendent des supplications, mais tu meurs à chaque instant. Et là ouais, et ça te fait des déchirures profondes. Alors après, comment ça cicatrise, c'est autre chose. Mais tu meurs, ouais. À chaque instant, tu meurs. Tu as un deuil. Tu es tellement confronté à des moments de violence et d'intensité. Tu perds ton innocence à chaque instant. Tu perds tes croyances. Tu perds ce que tu es. Donc ouais, tu as des deuils. Et tu as des deuils successifs. Et je n'ai pas été confronté à une mort irrémédiable pendant cette période. Par contre, il y a eu des deuils sur qui tu crois que tu es, sur tes notions de liberté, tes notions d'indépendance, tes notions de contrôle. Voir des gens un jour, puis plus les voir le lendemain, ça arrive très souvent. En ce sens, ouais, il y a un deuil. Mais de la même façon, il y a une renaissance. Et à chaque fois, quand tu renais, quelque part, tu renais
avec l'expérience du deuil. À plusieurs reprises pendant sa détention, Éric demeure calme et serein malgré des circonstances d'une violence extrême et parfois au contour morbide. D'abord parce qu'il accepte une situation sur laquelle il n'a aucune prise, aucun contrôle, puis aussi parce qu'il s'adonne à la méditation qui lui permet d'apaiser son esprit, de se détacher du réel et de voir la situation autrement que comme un enfermement injuste et cruel, mais plutôt comme une succession de causes et de conséquences à l'origine des événements. L'acceptation devient donc gage de sa liberté quelque part. Et l'on pourrait donc dire qu'un esprit libre est un esprit serein. L'esprit est alors émancipé de toutes inquiétudes et lourdeurs, quelles qu'elles soient. Ne vaut-il pas mieux, en effet, accepter l'irrémédiable mort plutôt que de la combattre de toutes ses forces en s'épuisant ? Éric m'a confié quelque chose en off, il n'en prendra pas ombrage si je vous le dis ici. Lorsqu'il était dans ce fameux cachot avec son père, il lui a vidé tout son sac. Ils ont pu avoir la discussion que l'on évite parfois avec un proche ou même avec soi-même. Et Éric ne l'aurait sûrement jamais eu avec son père dans d'autres circonstances. Les choses étaient dites, comme s'il avait attendu le dernier moment pour dire les choses avant la fatale échéance. La mort, dans des situations extrêmes, nous obligerait donc à regarder en nous-mêmes. Peut-être alors faudrait-il vivre chaque jour comme si c'était le dernier et dire ce qu'on a sur le cœur, être en adéquation constante avec soi-même pour étayer sa sérénité quotidienne et donc sa liberté d'esprit. Pourtant, vivre dans l'urgence morale n'est sans doute pas la meilleure des solutions pour gagner en sérénité, puisque nous nous projetterions sans cesse dans un futur proche où la mort pourrait frapper à tout moment. L'acceptation du moment présent est sûrement l'exercice de toute une vie pour parvenir à une sérénité totale. C'était un épisode hors série de mon podcast Fleurs de Cactus. Je vous invite à laisser des commentaires sur Apple Podcast, à me laisser quelques étoiles au passage. Et à très bientôt. Merci pour votre écoute.